Marguerite Stenheil. La pompe funèbre. Celle qui, dit-on, de l'extase a mené à la mort le président Félix Faure. Mais ce ne fut pas la seule fois que l'ombre du crime a plané sur l'intrigante demi-mondaine. Le 31 mai 1908 sont retrouvés les corps sans vie d'Adolphe Stenheil, son époux, et d'Émilie Japy, sa mère. Ils ont été battus et ligotés. Marguerite, bâillonnée dans son lit, s'en tire sans une égratignure. Un peu trop peut-être. Un double meurtre commis sans effraction, le soupçon d'une affaire d'État et cette accusée au passé trouble, affabulatrice de génie, qui n'a cessé de semer la zizanie dans la tête des jurys pour sauver la sienne et qui a réussi. Voici tous les ingrédients du mystère de l'impasse Ronsin. La plus retentissante affaire criminelle de la Belle Époque. Marguerite, née Japy en 1869, est l'enfant adoré d'un riche industriel de Montbéliard. Surnommée Meg, elle a grandi dans un château et reçu la meilleure éducation. Devenue belle jeune femme, la petite châtelaine tombe amoureuse d'un sous-lieutenant auquel elle se fiance. Leur bonheur semble tout tracé, mais le destin en a décidé autrement. Suite à une rumeur de fugue, ses parents rompent l'engagement. Le cœur brisé, Marguerite est expédiée aussitôt à Bayonne, priée de se trouver au plus vite un nouveau prétendant afin de maintenir les apparences. L'élu sera le discret Adolphe Stenheil, 40 ans, un physique aussi banal que sa personnalité. Neveu d'un peintre à succès, son talent à lui est à l'image de ses ambitions. Médiocre. Il se plaît dans l'ombre, Marguerite aspire à l'éclat, pourtant ils vont quand même se marier et s'installent à Paris dans une coquette maison-atelier impasse Ronsin, quartier des artistes. Une fille Marthe naît, suite à quoi Marguerite ferme définitivement sa porte à cet inconnu qu'elle méprise et dont la simple présence l'horripile. Entre eux, un accord sera passé, dorénavant Marguerite aura sa liberté totale d'action et d'aventure amoureuse. Dès lors, tandis que le peintre s'enferme du soir au matin dans son atelier pour ne pas se faire voir, Meg éblouit le tout Paris. Protecteurs et amis défilent et font de son salon l'un des plus courus de la Troisième République. Séduits par le charme de leur hôtesse, voilà même que les convives en viennent à convoiter les toiles de son époux, faisant grimper leurs cotes. Une soudaine reconnaissance que l'on murmure être la contrepartie financière exigée par la belle salonnière auprès de ses amants en titre, lesquels sont de très gros poissons, dit-on, des hommes politiques et même un président. En 1908, Meg fait la connaissance d'un riche notable, veuf au bon cœur, maire d'une petite commune des Ardennes. Dans ses bras, elle retrouve en lui un espoir, celui d'une autre vie, à la hauteur de celle à laquelle elle se pensait promise. Elle pourrait peut-être divorcer? Las, tandis qu'elle se berce d'illusions, lui rompt. Quand on nourrit des ambitions politiques, on ne fréquente pas ce genre de femme. Voilà Meg, de nouveau avec le cœur brisé, nous sommes autour du 15 mai 1908. Le matin du 31 mai 1908, vers 6 heures, le domestique de la maison Stenheil fait une macabre découverte au domicile du couple, 6, impasse Ronsin à Paris. En descendant de sa chambre, située sous les toits, Rémi Couillard, c'est son nom, est alerté par les portes des chambres, grandes ouvertes. Alors qu'il s'autorise un coup d'œil dans la chambre conjugale, il est saisi d'effroi. Le corps d'Adolphe Stenheil gît sur le sol, replié dans une position grotesque. En chemise de nuit, étranglé par une cordelette toujours nouée autour de son cou. Dans la chambre de Marguerite, la femme d'Adolphe, c'est le corps d'Émilie Japy qui repose sans vie. La mère de Marguerite. Elle aussi semble avoir été étranglée avec un cordon et étouffée qui plus est par un gros bout de coton enfoncé dans sa gorge. Marguerite Stenheil, quant à elle, est retrouvée ligotée et bâillonnée dans une autre chambre. Elle a été miraculeusement épargnée, mais est en état de choc. Elle affirme que des individus ont fait irruption dans la maison durant la nuit, l'ont menacée d'un revolver sur la tempe pour savoir où se trouvait l'argent et les bijoux. La police scientifique, qui n'en est à cette époque-là qu'à ses balbutiements, se penche de près sur la scène de crime. On prend notamment beaucoup de photos pour documenter l'emplacement exact des corps et des objets. Les lieux sont passés au peigne fin et le procès verbal est rédigé avec soin. Pas question de laisser passer le moindre indice. Immédiatement, une incohérence saute aux yeux des enquêteurs. Les bagues de Madame Japy, elles sont toujours sur la table de chevet. D'autres bijoux, ainsi que des billets, sont également retrouvés. Bizarre que les voleurs ne les aient pas emmenés avec leur butin. Alors bien vite, les policiers vont aller creuser le profil de la victime présumée. La miraculée s'explique sur le contexte du drame. Elle et son mari devaient passer la nuit à Bellevue, en banlieue parisienne. Mais ils ont finalement changé leur plan à la dernière minute et sont rentrés à Paris pour recevoir Émilie Japy, qui, souffrante, ne pouvait pas quitter la capitale. Voilà pourquoi c'est Émilie qui dormait dans la chambre de Marguerite. La fille ayant cédé son lit à sa mère, pour elle-même aller dormir dans la chambre de sa propre fille, Marthe, absente cette nuit-là. Elle explique également la raison de sa survie. Les criminels l'auraient prise pour une adolescente et auraient décidé de l'épargner. Alors, il est vrai que Marguerite est une très belle femme. Cela dit, elle a quand même près de 40 ans au moment des faits. Vraiment bizarre.
Si au début, la nouvelle du crime fait grand bruit dans les journaux, elle ne tarde pas à être éclipsée quelques jours plus tard par le prochain pavé médiatique à venir éclabousser le paysage français. La presse, en cette belle époque tout juste rentrée dans la culture de masse, est reine, et les journalistes sans scrupules lorsqu'il s'agit d'alimenter leurs colonnes en faits sensationnels, orientés ou romancés parfois à l'extrême pour nourrir un public friand de drames et de frissons. Comme elle le devra plus tard à Félix Faure, c'est à sa langue un peu trop déliée que Marguerite Steinheil devra sa perte. 5 mois après le drame, l'affaire était quasi classée jusqu'à ce qu'une lettre de Marguerite Steinheil publiée en pleine page d'un quotidien lui donne un nouveau rebond. Tombant sans le savoir dans le piège d'un reporter feignant de s'émouvoir du peu de suite de l'enquête, la veuve monte au créneau et cause un peu trop. Les coupables, ceux qui l'ont menacée, elle les a vus. Ce sont une rousse et deux barbus. Ils portaient des chapeaux à large bord et des lévites, c'est-à-dire des tuniques traditionnelles juives. Coïncidence, un carton d'invitation pour une exposition de Steinheil a été retrouvé après le crime dans le métro, au dos duquel était griffonnée l'adresse d'un costumier de théâtre. Interrogé, il déclare justement que 3 lévites destinés à un théâtre hébreu lui ont été dérobés le jour même où il a reçu la visite de 2 barbus chapeautés, accompagnés d'une rousse. Ces derniers, on ne tarde pas à les retrouver. Il s'agit en fait de 2 journalistes et d'une de leurs amies. Mais manque de bol, ils ont un alibi et solide. Hors de question de rester sur une telle frustration. Marguerite Steinheil veut trouver un coupable, et vite. Subitement, elle affirme avoir découvert une perle provenant d'un collier disparu la nuit des crimes dans les affaires de son domestique, Rémi Couillard. Pour elle, c'est une preuve accablante de sa culpabilité, ou du moins de son implication dans le drame. Cependant, un bijoutier vient rapidement contredire les affirmations de Meg. Lui, il affirme que c'est elle qui lui a apporté le collier et qu'elle l'a récupéré après le crime. Mais Marguerite ne se laisse pas démonter. Elle se met alors à accuser Alexandre Wolf, le fils de sa cuisinière, d'être l'auteur des meurtres. Par chance, ce dernier est facilement blanchi par un alibi solide. Meg, mise devant ces incohérences à répétition, finit par s'évanouir. Du pain béni pour les journaux qui s'emballent. Dans ce roman feuilleton, celui qui n'a pas le beau rôle, c'est Octave Amar, le chef de la sûreté. Faut-il que la police soit à ce point fainéante pour que ce soit au reporter de faire avancer l'enquête ? À moins que l'impunité dont bénéficie Meg Steinheil soit due à son rôle clé dans une affaire relevant du plus haut niveau d'État advenue il y a près de 10 ans, dont les archives ultra confidentielles de la police protègent jalousement le secret. En 1897, le couple Steinheil fait la connaissance de Félix Faure, alors ministre. Devenu président, il confie au servile Steinheil la commande d'un portrait officiel réservant à son épouse Marguerite des audiences très particulières dans le Salon Bleu de l'Élysée. C'est là, le 16 février 1899, que déjà fébrile et agité, le président des Français s'écroule au cours d'une entrevue avec sa bonne amie, le pantalon aux pieds et une mèche de cheveux coincée dans sa main crispée, dira la légende. Le président a-t-il toujours sa connaissance ? Demande un prêtre dépêché sur les lieux. Non, elle vient de partir par l'escalier de service. Avec autant de retentissement que l'affaire Dreyfus 5 ans plus tôt, la nouvelle s'abat sur un pays choqué. Félix Faure est mort. Par qui ? Par quoi ? Sur ce qui s'est réellement passé dans le Salon Bleu de l'Élysée, nul ne le saura jamais. S'il est peu probable que le séducteur, déjà cardiaque, ait succombé à une fellation fatale, il l'est davantage que ce soit la poudre de cantharide, un aphrodisiaque naturel qu'il prenait avant de rendre ses hommages, qui ait causé sa congestion cérébrale. Quoi qu'il en soit, la postérité tranche toujours plus vite que la vérité. Du drame, l'histoire ne retiendra que ce mot de Clémenceau: Félix Faure se rêvait César, il ne fut que pompé. Marguerite, elle, n'en pipera mot que bien plus tard dans ses mémoires, arguant qu'elle était en réalité l'éminence grise du chef d'État, sa consultante privilégiée en ce qui concernait les affaires les plus sensibles du pays, comme l'alliance franco-russe ou la révision du procès Dreyfus, auquel Faure se montrait fermement opposé. Cela semble un peu gros, et pourtant... Et si, comme elle l'affirme, le président lui aurait en effet confié dans le secret de l'alcôve des documents refermant de brûlants secrets d'État, qui auraient été si compromettants que son successeur, Clémenceau, aurait cherché à les récupérer à tout prix. De là à imaginer que le double meurtre de l'impasse Ronsin soit un cambriolage policier qui aurait mal tourné, rappelons que les Steinheil ne devaient pas être chez eux ce soir-là et qu'on aurait maquillé en crime, il n'y a qu'un pas et il n'est pas infranchissable. Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi le préfet Lépine était au courant du crime avant même que le commissaire du 14e arrondissement l'en informe. Sommé par l'opinion publique de trouver un coupable, le chef de la sûreté craque et place en détention celle que tout le monde surnomme désormais la menteuse à la prison des femmes de Saint-Lazare. Là-bas, la détenue est une véritable star qui reçoit dans sa cellule comme jadis dans son salon et accorde des entretiens aux journalistes en prenant de grands airs mélancoliques. « Je suis innocente », continue-t-elle de clamer. « Je ne tarderai pas à sortir. » Elle n'en sortira pourtant qu'un an plus tard pour se rendre à son procès qui s'ouvre le 3 novembre 1909 à la cour d'assises de la Seine. Et les places
places sont chères pour assister au procès du siècle. On se les arrache sur le marché noir. Car entre-temps, tous les protagonistes sont devenus des célébrités. Mariette Wolf a même sa propre revue. Mais celle qui concentre tous les regards, c'est bien sûr Marguerite Stenheil, qui arrive en tenue de grand deuil dans une salle bondée. Si les éléments concrets récoltés par la police lors de l'enquête font pencher la balance vers sa culpabilité, il reste un problème majeur. Quel est son mobile ? Personne n'est capable d'avancer un mobile sérieux. Quant à l'accusée, elle continue de clamer son innocence. Qu'importe les faits accablants, elle a réponse à tout. Et quand ça ne suffit pas, elle se donne en spectacle. Pleure, s'évanouit. Ce n'est pas un procès, c'est une représentation théâtrale, faite sur mesure pour cette Sarah Bernard des Assises qui semble manipuler le jury, tous des hommes, avec autant d'aisance qu'une marionnettiste experte. Le procès de l'affaire Ronsin, c'est un peu la version belle époque du procès de O.J. Simpson, un extraordinaire cirque médiatique où l'éclat des flashs et de la célébrité sont bien plus puissants que la réalité des faits. Le 14 novembre 1909, maître Anthony Aubin, avocat de Marguerite Stenheil, fait une plaidoirie fleuve de plus de 7 heures, qui ne laisse personne insensible. Dans la foulée, le jury délibère. Dehors, la foule trépigne, les journaux sont déjà prêts. Le verdict tombe après 2h30 de délibération. Marguerite Stenheil est acquittée et quitte le tribunal sous une pluie d'applaudissements. Innocentée par la loi, Marguerite Stenheil ne l'est pas pour autant au regard de l'opinion. Coupable, forcément, cette intrigante au carnet d'adresses rempli d'altesse, qui change de protecteur comme de chemise, qu'elle a bien légère, si vous voyez ce que je veux dire. Innocente. Et alors ? N'a-t-elle pas le droit à une vie privée ? Son mari, lui, s'enfermait beaucoup dans son atelier avec ses amis, si vous voyez ce que je veux dire. Coupable. Meg voulait divorcer pour épouser son amant. En supprimant Stenheil, elle pensait peut-être se débarrasser de ce fil à la patte qui l'empêchait de vivre sa vie. Innocente. Et que vient faire sa mère là-dedans ? Pourquoi elle l'a tuée ? Coupable. Elle la déteste. Elle lui voue une rancune tenace depuis qu'elle a brisé ses fiançailles. En plus, elle a le culot de vivre à ses crochets. La mort de Madame Japy est accidentelle. Elle a été étouffée par son dentier à cause du bâillon. Quant à Stenheil, le rapport atteste qu'il a été étranglé avec une force d'homme. Et je ne vois pas comment l'accusée aurait pu se ligoter toute seule. Coupable. Des liens si lâches qu'ils n'ont laissé aucune trace. Elle avait sans doute un complice, Mariette Wolf ou un amant. Ce qui expliquerait pourquoi il n'y a aucune trace d'effraction, alors qu'il pleuvait la nuit du meurtre. Il y aurait dû avoir de la boue. Innocente. Justement, c'est parce que c'est la police qui s'en est occupée. Il fallait bien faire disparaître les petites traces de leur cafouillage. Stenheil est mort parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a dû se débattre et dans la panique... Coupable. Oui, mais dans ce cas, pourquoi, au lieu de rester tranquille, a-t-elle autant virevolté dans ses accusations, faisant risquer leur tête à tous ces innocents ? Ces mensonges sont la preuve écrasante de sa culpabilité. C'est à cause des manipulations des journalistes qui ont orchestré tous ces coups de théâtre pour faire vendre leur torchon. Meg a mordu à l'hameçon, c'est tout. Si elle a été acquittée au final, c'est que le procès était truqué dès le départ par l'État qui cherchait à couvrir cette histoire de documents volés. Il fallait juste quelque chose pour l'opinion. Il y a aussi cette hypothèse selon laquelle... On pourrait continuer comme ça longtemps, mais on ne va pas le faire. La vérité, on ne la connaîtra jamais. Coupable ou victime, Marguerite Stenheil restera toujours un peu des deux. Et c'est justement grâce à l'ombre du doute qui continue de planer au-dessus de cette tortueuse affaire qu'elle continue, plus d'un siècle plus tard, à nous passionner. Mais si le double crime de l'impasse Ronsin a eu tous les ingrédients d'un trépidant polar, la suite de l'histoire de l'accusée, elle, a tenu du conte de fées. Exilée outre-Manche, elle a épousé un lord et terminé sa vie en lady à la cour d'Angleterre. De quoi réveiller l'adage ? À qui profite le crime ?